Mondial du lait, comment est fait le lait, ce qui se cache derrière. Et donc là, c'est le site de Vienne qui ouvre ses portes et qui montre les coulisses de la laiterie. Mais on a aussi nos éleveurs laitiers qui viennent expliquer, parce que Candia, ça appartient à ces éleveurs. On a 15 000 éleveurs laitiers français, on en a quelques-uns aujourd'hui qui expliquent à la jeune génération comment on fait du lait, pour nous rendre fiers aussi de ce lait français. Ce que ça évoque pour moi, les Journées mondiales du lait, c'est mettre en avant tout ce qui englobe vraiment les produits laitiers, que ce soit du départ des fermes jusqu'à la transformation, avec les hommes qui sont au milieu. Qui mieux que nous peut expliquer le fonctionnement de nos exploitations et puis derrière des usines. Il y a plus d'1 million de litres de lait qui arrivent dans cette usine tous les jours. Et donc c'est le lait des sociétaires, donc des éleveurs. Comment le lait est réceptionné, comment il est conditionné et comment il peut retrouver les produits Candia dans son magasin. Donc on a ouvert les portes de notre laiterie pour le grand public, pour leur montrer comment on travaille, quelles sont nos bonnes pratiques et quelles sont nos valeurs. Tout ce collectif qui aujourd'hui, je pense, est très fier de montrer ce qu'on est capable de faire avec le lait de nos éleveurs dans cette belle région de Rhône-Alpes. Et puis Vienne est quand même un site un peu emblématique et historique de la coopérative, puisqu'il a un peu plus de 50 ans. Ce matin, on a commencé avec des visites donc avec l'école de Septène, donc des enfants qui étaient en primaire. Donc ça s'est super bien passé. On a fait donc la visite du site et ensuite on avait plusieurs stands, donc notamment stand dégustation, des stands aussi de jeux, présentation de nos producteurs. Des retraités, des voisins qui sont venus aussi, qui sont du site et qui disent « Ah, j'étais curieux de savoir ce qui se passe à l'intérieur ». J'aurais parlé des marques de la coopérative. Beaucoup étaient surpris de tout le panel de marques qu'on avait, qu'on était présents sur tous les métiers. On a adoré puisqu'on a vu toute la chaîne de production. C'était intéressant, hein? Ouais, c'était bien. J'ai appris beaucoup de choses déjà sur comment traiter les vaches. Voilà, on a bu du lait et... on a visité l'usine. Je trouve que c'était super. On a appris comment ils mettaient les bouchons avec les machines, comment ils mettaient le plastique et comment ils faisaient les lots. Les gens sont très curieux, on voit vraiment qu'ils ont envie de découvrir où est fait leur bride de lait qu'ils consomment tous les matins au petit déjeuner. Les gens sont très intéressés et justement ça nous remotive à bien faire notre travail, à bien respecter, à ne tolérer aucun écart. Et tu faisais quoi là sur le vélo? Je mixais de la banane, de la pêche et de l'abricot. C'est dur ou pas? Un peu, ça va, faut un peu forcer. Ce qui a beaucoup de succès, Candy Up avec Michou. Moi j'ai adoré le Candia Up Choco Coco. Vanille? Le Candy Up au chocolat. On a des jeunes consommateurs qui nous demandent aussi de redécouvrir le goût du lait. Il y en a qui sont habitués au lait blanc. Et donc on leur présente Grand Lait Bio qui est fabriqué ici. Mais on a aussi du Grand Lait du Viva. Et à chaque fois, évidemment, ce message, c'est que ces marques appartiennent à des éleveurs et respectent le travail de ces éleveurs laitiers français. C'est un moment très important. Là, on se parle de la Journée mondiale du lait. Comment est fait le lait, ce qui se cache derrière. Et donc là, c'est le site de Vienne qui ouvre ses portes et qui montre les coulisses de la laiterie. Mais on a aussi nos éleveurs laitiers qui viennent expliquer, parce que Candia, ça appartient à ces éleveurs. On a 15 000 éleveurs laitiers français, on en a quelques-uns aujourd'hui qui expliquent à la jeune génération comment on fait du lait, pour nous rendre fiers aussi de ce lait français. Ce que ça évoque pour moi, les Journées mondiales du lait, c'est mettre en avant tout ce qui englobe vraiment les produits laitiers, que ce soit du départ des fermes jusqu'à la transformation, avec les hommes qui sont au milieu. Qui mieux que nous peut expliquer le fonctionnement de nos exploitations et puis derrière des usines. Il y a plus d'1 million de litres de lait qui arrivent dans cette usine tous les jours. Et donc c'est le lait des sociétaires, donc des éleveurs. Comment le lait est réceptionné, comment il est conditionné et comment il peut retrouver les produits Candia dans son magasin. Donc on a ouvert les portes de notre laiterie pour le grand public, pour leur montrer comment on travaille, quelles sont nos bonnes pratiques et quelles sont nos valeurs. Tout ce collectif qui aujourd'hui, je pense, est très fier de montrer ce qu'on est capable de faire avec le lait de nos éleveurs dans cette belle région de Rhône-Alpes. Et puis Vienne est quand même un site un peu emblématique et historique de la coopérative, puisqu'il a un peu plus de 50 ans. Ce matin, on a commencé avec des visites donc avec l'école de Septène, donc des enfants qui étaient en primaire. Donc ça s'est super bien passé. On a fait donc la visite du site et ensuite on avait plusieurs stands, donc notamment stand dégustation, des stands aussi de jeux, présentation de nos producteurs. Des retraités, des voisins qui sont venus aussi, qui sont du site et qui disent « Ah, j'étais curieux de savoir ce qui se passe à l'intérieur ». J'aurais parlé des marques de la coopérative. Beaucoup étaient surpris de tout le panel de marques qu'on avait, qu'on était présents sur tous les métiers. On a adoré puisqu'on a vu toute la chaîne de production. C'était intéressant, hein? Ouais, c'était bien. J'ai appris beaucoup de choses déjà sur comment traiter les vaches. Voilà, on a bu du lait
lait et on a visité l'usine. Je trouve que c'était super. On a appris comment ils mettaient les bouchons avec les machines, comment ils mettaient le plastique et comment ils faisaient les lots. Les gens sont très curieux, on voit vraiment qu'ils ont envie de découvrir où est fait leur bride de lait qu'ils consomment tous les matins au petit déjeuner. Les gens sont très intéressés et justement ça nous remotive à bien faire notre travail, à bien respecter, à ne tolérer aucun écart. Et tu faisais quoi là sur le vélo? Je mixais de la banane, de la pêche et de l'abricot. C'est dur ou pas? Un peu, ça va, faut un peu forcer. Ce qui a beaucoup de succès, Candy Up avec Michou. Moi j'ai adoré le Candy Up Choco Coco. Vanille? Le Candy Up au chocolat. On a des jeunes consommateurs qui nous demandent aussi de redécouvrir le goût du lait. Il y en a qui sont habitués au lait blanc. Et donc on leur présente Grand Lait Bio qui est fabriqué ici. Mais on a aussi du Grand Lait du Viva. Et à chaque fois, évidemment, ce message, c'est que ces marques appartiennent à des éleveurs et respectent le travail de ces éleveurs laitiers français. C'est un moment très important. Là, on se parle de la journée mondiale du lait. Comment est fait le lait, ce qui se cache derrière. Et donc là, c'est le site de Vienne qui ouvre ses portes et qui montre les coulisses de la laiterie. Mais on a aussi nos éleveurs laitiers qui viennent expliquer parce que Candia, ça appartient à ces éleveurs. On a 15 000 éleveurs laitiers français. On en a quelques-uns aujourd'hui qui expliquent à la jeune génération comment on fait du lait pour nous rendre fiers aussi de ce lait français. Ce que ça évoque pour moi, les journées mondiales du lait, c'est mettre en avant tout ce qui englobe vraiment les produits laitiers, que ce soit du départ des fermes jusqu'à la transformation avec les hommes qui sont au milieu. Qui mieux que nous peut expliquer le fonctionnement de nos exploitations et puis derrière des usines. Il y a plus d'1 million de litres de lait qui arrivent dans cette usine tous les jours. Et donc c'est le lait des sociétaires, donc des éleveurs. Comment le lait est réceptionné, comment il est conditionné et comment il peut retrouver les produits Candia dans son magasin. Donc on a ouvert les portes de notre laiterie pour le grand public, pour leur montrer comment on travaille, quelles sont nos bonnes pratiques et quelles sont nos valeurs. Tout ce collectif qui aujourd'hui, je pense, est très fier de montrer ce qu'on est capable de faire avec le lait de nos éleveurs dans cette belle région de Rhône-Alpes. Et puis Vienne est quand même un site un peu emblématique et historique de la coopérative puisqu'il a un peu plus de 50 ans. Ce matin, on a commencé avec des visites avec l'école de Septène, des enfants qui étaient en primaire. Donc ça s'est super bien passé. On a fait la visite du site et ensuite on avait plusieurs stands, notamment stand dégustation, des stands aussi de jeux, présentation de nos producteurs. Des retraités, des voisins qui sont venus aussi, qui sont du site et qui disent « Ah, j'étais curieux de savoir ce qui se passe à l'intérieur ». Je leur ai parlé des marques de la coopérative. Beaucoup étaient surpris de tout le panel de marques qu'on avait, qu'on était présents sur tous les métiers. On a adoré puisqu'on a vu toute la chaîne de production. C'était intéressant. Ouais, c'était bien. J'ai appris beaucoup de choses déjà sur comment traiter les vaches. Voilà, on a bu du lait et on a visité l'usine. Je trouve que c'était super. On a appris comment ils mettaient les bouchons avec les machines, comment ils mettaient le plastique et comment ils faisaient les lots. Les gens sont très curieux, on voit vraiment qu'ils ont envie de découvrir où est fait leur bride de lait qu'ils consomment tous les matins au petit déjeuner. Les gens sont très intéressés et justement ça nous remotive à bien faire notre travail, à bien respecter, à ne tolérer aucun écart. Et tu faisais quoi là sur le vélo? Je mixais de la banane, de la pêche et de l'abricot. C'est dur ou pas? Un peu, ça va, faut un peu forcer. Ce qui a beaucoup de succès, Candy Up avec Michou. Moi j'ai adoré le Candy Up Choco Coco. Vanille? Le Candy Up au chocolat. On a des jeunes consommateurs qui nous demandent aussi de redécouvrir le goût du lait. Il y en a qui sont habitués au lait blanc. Et donc on leur présente Grand Lait Bio qui est fabriqué ici. Mais on a aussi du Grand Lait du Viva. Et à chaque fois, évidemment, ce message, c'est que ces marques appartiennent à des éleveurs et respectent le travail de ces éleveurs laitiers français. C'est un moment très important. Là, on se parle de la journée mondiale du lait. Comment est fait le lait, ce qui se cache derrière. Et donc là, c'est le site de Vienne qui ouvre ses portes et qui montre les coulisses de la laiterie. Mais on a aussi nos éleveurs laitiers qui viennent expliquer parce que Candia, ça appartient à ces éleveurs. On a 15 000 éleveurs laitiers français. On en a quelques-uns aujourd'hui qui expliquent à la jeune génération comment on fait du lait pour nous rendre fiers aussi de ce lait français. Ce que ça évoque pour moi, les journées mondiales du lait, c'est mettre en avant tout ce qui englobe vraiment les produits
produits laitiers, que ce soit du départ des fermes jusqu'à la transformation avec les hommes qui sont au milieu. Qui mieux que nous peut expliquer le fonctionnement de nos exploitations et puis derrière des usines. Il y a plus d'1 million de litres de lait qui arrive dans cette usine tous les jours. Et donc c'est le lait des sociétaires, donc des éleveurs. Comment le lait est réceptionné, comment il est conditionné et comment il peut retrouver les produits Candia dans son magasin. Donc on a ouvert les portes de notre laiterie pour le grand public, pour leur montrer comment on travaille, quelles sont nos bonnes pratiques et quelles sont nos valeurs. Tout ce collectif qui aujourd'hui, je pense, est très fier de montrer ce qu'on est capable de faire avec le lait de nos éleveurs dans cette belle région de Rhône-Alpes. Et puis Vienne est quand même un site un peu emblématique et historique de la coopérative puisqu'il a un peu plus de 50 ans. Ce matin, on a commencé avec des visites donc avec l'école de Septenne, donc des enfants qui étaient en primaire. Donc ça s'est super bien passé. On a fait donc la visite du site et ensuite on avait plusieurs stands, donc notamment stand dégustation, des stands aussi de jeux, présentation de nos producteurs. Des retraités, des voisins qui sont venus aussi, qui sont du site et qui disent « Ah, j'étais curieux de savoir ce qui se passe à l'intérieur ». Je leur ai parlé des marques de la coopérative. Beaucoup étaient surpris de tout le panel de marques qu'on avait, qu'on était présents sur tous les métiers. On a adoré puisqu'on a vu toute la chaîne de production. C'était intéressant, hein? Ouais, c'était bien. J'ai appris beaucoup de choses déjà sur comment traiter les vaches. Voilà, on a bu du lait et on a visité l'usine. Je trouve que c'était super. On a appris comment ils mettaient les bouchons avec les machines, comment ils mettaient le plastique et comment ils faisaient les lots. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir pour notre événement annuel qui donc prépare la journée mondiale du lait. Donc on prend la parole de manière rituelle une fois par an. Donc on est ravis de vous accueillir autour d'un aliment que nous connaissons tous, donc qui est le lait. Ce lait qui est donc un incontournable du petit déjeuner, un produit dont on connaît tous les bénéfices et un produit qui est devenu, et en partie par l'action de Saint-Dié, un produit typiquement français. Et donc nous plaçons cette prise de parole sous l'angle de la durabilité de notre industrie, de notre filière, puisque nous avons pour ambition d'investir 1 milliard d'euros dans les laiteries d'ici 2030, dans la continuité en fait du mouvement positif de relocalisation de la production qui a été fait au cours des dernières années, et puis de la revalorisation du prix du lait, on va y revenir. Et ce, pour confirmer évidemment notre ambition qui est d'avoir et de mettre à disposition des Français un lait collecté, conditionné en France, un lait de qualité. Voilà. Alors, autour de moi, pour cette session, donc, il y aura Emmanuel Vasnex, donc vice-président de l'IPLC et vice-président de Saint-Dié, et qui est également président directeur général de LSDH. Florent Vieux qui nous parlera nutrition et durabilité. Et puis on a une petite nouvelle à annoncer. Et donc Philippe Assette nous parlera de quelque chose que nous avons imaginé autour du lait. Et donc moi-même, Romain Derberg, donc je suis président de Saint-Dié et directeur général de Candia. Alors au programme, 3 temps. Un, où on va vous redonner les grands éléments, les grandes tendances de ce marché. Comment va le marché du lait, comment vont les entreprises du lait. Deuxième élément, notre engagement à construire, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une filière responsable qui est engagée dans la voie de la transition, de la transparence. Et d'ailleurs, c'est la vocation des Journées mondiales du lait, puisque nous ouvrons nos laiteries dans une démarche de transparence, et ce pour pérenniser les activités laitières en France. Et puis, on en parlera donc avec Florent. Le lait, c'est un concentré d'atouts. À la fois, c'est un produit qui est riche en nutriments, mais c'est également un produit durable. Vous le découvrirez. On a des études très belles qui montrent tout l'intérêt du lait pour conjuguer nutrition et durabilité. Alors, si on parle du marché, donc ce produit, c'est un produit du quotidien, un produit, on le sait, alors on dit collecté et transformé en France, vous le savez tous, hein, la transformation du lait pour obtenir un lait UHT, en réalité c'est une transformation très simple, hein. On pasteurise le lait et on le porte à très haute température pendant quelques secondes, donc c'est vraiment un procédé qui permet de garder toute la naturalité du produit avec un coût énergétique très faible. Donc c'est une transformation, on va dire, toute très efficace.
C'est un lait qui est incontournable dans on va dire dans l'alimentation des Français. C'est un aliment qui accompagne bien sûr le petit déjeuner. Donc ça représente à peu près 70% de la consommation de lait en France. On a des études nouvelles qui confirmeront ces tendances. On les attend avec impatience. Elles arrivent tous les 3-4 ans à peu près. Et puis, on sait qu'on a un usage cuisine qui est en progression constante. On le note notamment, on va y revenir, vous le verrez, hein, sur la progression du lait entier. Alors, c'est un lait excellent. Le lait est un produit excellent donc pour l'alimentation, pour la nutrition, mais c'est également un produit que les Français aiment. Et vous avez ici le résultat d'une étude qui a été menée par le CNIEL. Donc on leur a posé la question. Et 71% des Français ont plaisir à consommer du lait liquide. C'est un chiffre qui est relativement constant. On avait 72% l'an dernier. Voilà, vous voyez, ça reste une tendance, on va dire, assez claire. Les Français aiment ce produit. Il y en a 74% qui le trouvent bon. Là, il y a une légère progression par rapport à l'an dernier. Voilà. Et dernière chose, ils le trouvent bien adapté au mode de vie actuel, donc plutôt un produit qu'on juge voilà, d'actualité moderne, en tout cas adapté à nos moments de consommation. Hein, donc, et quand je parlais de petit déjeuner, évidemment, c'est un incontournable du petit déjeuner et c'est également un incontournable de la cuisine, donc un aliment qui a, on va dire, le vent en poupe si on regarde les chiffres de cette étude. Et l'an dernier, nous vous disions que nous avions constaté pour la première fois une inflexion de la consommation apparente de lait conditionné en France. Alors, qu'est-ce que la consommation apparente ? Ce sont des chiffres qui se basent sur France Agrimaire. Donc, les entreprises déclarent leur production et on vient à cela ajouter le net des imports et des exports. Et on voit qu'on a eu entre 2022 et 2023 une légère augmentation, et on peut parler de stabilisation de la consommation apparente de lait en France, avec 2,7 milliards de litres de lait consommés en France en 2023. Et on a un chiffre à peu près similaire cette année, en très très légère décroissance, hein, moins 0,3. Donc un point d'inflexion porté principalement, en tout cas c'est notre analyse, par la restauration hors domicile qui avait beaucoup souffert pendant la période de Covid et qui donc revient à son niveau historique, puisqu'on a fait plus 24% en 3 ans. Donc c'est vraiment la partie, on va dire, les réseaux sur lesquels la consommation de lait a augmenté. Et d'ailleurs, si on fait un zoom sur la grande distribution, vous allez voir que la réalité est un tout petit peu différente. D'abord, si on parle de la répartition des produits laitiers, donc quelle place occupe le lait liquide, le lait UHT en GMS. Donc vous avez ici un découpage du marché. Donc le marché des produits laitiers, c'est à peu près 22,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires de valeur en GMS. La première source, le premier contributeur, c'est le fromage avec 46,7%. Le deuxième, c'est l'ultra frais avec 25,1%. Et donc le lait liquide est le troisième contributeur aux ventes en GMS. Et donc ce lait liquide représente 12,5%. Voilà, c'est un chiffre assez constant également. Ça représente 2,2 milliards de litres vendus en 2024, avec une décroissance de l'ordre de 2,3% par rapport à l'année précédente. Et on va dire que cette décroissance, elle est quasi structurelle, elle dure depuis plus de 10 ans. On la lie fortement à la baisse de consommation de lait au moment du petit déjeuner, et c'est lié au fait que de plus en plus d'enfants sautent le petit déjeuner, avec d'ailleurs potentiellement des conséquences assez néfastes sur leur développement. Et c'est un des facteurs qui explique la décroissance structurelle du lait de consommation. Alors bien sûr, il y a un autre effet, on va y revenir maintenant, c'est que dans le même temps, on voit un usage cuisine qui augmente. On va le voir tout à l'heure quand on va parler du lait entier. Donc ce lait de consommation, il est majoritairement, on va dire, il y a 70% de ce marché qui est un lait standard UHT, 26,5% de lait UHT dit spécifique. Dedans, on va trouver des laits aromatisés, on va trouver du bio, on va trouver des laits vitaminés. Et puis une toute petite partie du marché, vous savez qu'on n'est pas un marché de lait frais, il y a des pays qui sont entièrement en lait frais, par exemple l'Angleterre est complètement en lait frais, donc nous c'est pas notre cas, on n'a que 3,5% du marché qui est en lait frais.
Donc là, le gros du marché, c'est à 70%, c'est le lait longue conservation standard UHT. Et 60% des volumes, c'est de l'UHT, du lait UHT demi-écrémé, hein, donc un lait 15 grammes de matière grasse avec un taux de protéines qui est le taux de protéines standard d'un litre de lait, hein, donc la protéine n'est pas standardisée. Donc ça, c'est la décomposition du marché. Et quand on regarde les différents facteurs, on voit la progression du lait entier, je vous en parlais tout à l'heure, le lait entier augmente. Il augmente même un peu plus que l'an dernier, je crois qu'on était à plus 1,8, cette année plus 4,7. Voilà, on poursuit, la croissance se poursuit sur le lait entier. Je pense que les Français sont de plus en plus fans du lait en cuisine, c'est son principal usage, ou alors pour faire des yaourts, peut-être pour ceux qui font des yaourts. C'est sûr que du lait entier, c'est plus, ça donne souvent une meilleure organo-leptique au yaourt. Voilà. Et deuxième segment qui progresse aussi fortement, c'est le lait délactosé, donc qui est un produit qui évidemment correspond très bien à une problématique que rencontrent certains consommateurs une difficulté à digérer le lait. Donc avec du lait délactosé, on résout ce problème. Et donc c'est un segment qui est en croissance historiquement. On a fait un petit focus sur le lait bio qui est à moins 8%. C'est un vrai sujet d'inquiétude pour nous. Alors, je disais l'an dernier que ça nous inquiétait un peu. Enfin, là, ça nous inquiète réellement. On est face à, je crois qu'on a perdu 14% de producteurs depuis 2022. C'est à peu près les chiffres qui sont fournis par le CNIEL. La consommation a baissé de 8%, vous le voyez ici. La collecte elle-même a baissé de 8% dans le même temps. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de producteurs qui se posent la question. Il n'y a plus assez en fait, de différence entre un litre de lait bio et un litre de lait conventionnel. Donc il y a beaucoup de producteurs qui se posent la question de passer en conventionnel. C'est moins de contraintes pour une rentabilité qui finalement est meilleure. Donc vous voyez que le choix est de plus en plus simple pour ceux pour lesquels c'est trop compliqué de continuer. Et quand on arrête et quand on passe en conventionnel, c'est terminé. Parce que les gens qui sont passés en conventionnel ne vont pas revenir en bio. Hein. Souvent, ils ont été marqués parce que ça a été économiquement difficile. Et il faut savoir que pour reconvertir une exploitation, il faudra 3 ans. Donc on est quand même devant une problématique pour cette filière très compliquée. Il y avait dans le cadre des lois Egalim des engagements qui avaient été pris qui n'ont pas été tenus. Hein. Donc en restauration collective, on devait avoir à peu près 50% de lait durable et avec une part de lait bio, on est à peine à 50% des engagements tenus. Donc je pense que les mécanismes sont trop complexes. On invente souvent des mécanismes trop compliqués en France. Et le lait bio, en fait, on a engagé beaucoup de producteurs dans de la conversion et on ne leur a pas garanti les volumes en leur faisant beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Voilà, c'est quelque chose qui nous pose question parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Voilà. Ce marché est un marché qui est dominé par les marques de distributeurs. Les marques nationales représentent encore 34% du marché. Alors c'est plus classiquement par les marques nationales que les innovations arrivent. Donc ça reste un segment qui est fort dans ce marché. On a des segments qui sont encore plus forts en marques de distributeurs. Les marques de distributeurs, elles, qui représentent 40%, sont souvent elles-mêmes arrivées avec des innovations. Il faut le savoir, hein, c'est que les distributeurs ont été assez bons dans la création de lait de filière. Donc ils ont pris, notamment dans tout ce qui est segment des laits engagés, les marques de distributeurs ont joué un beau rôle. Et puis voilà, on a 26% du marché, donc avec des laits dits premier prix. Donc des laits à très bas coût, souvent de la brique sans bouchon, dont le prix est pour nous reste un prix qui est trop faible pour permettre à la filière d'exister durablement. C'est une part qui a un peu augmenté en plus avec l'inflation, il faut le savoir. Ça, évidemment, les consommateurs se sont détournés des marques. Les marques ont pris à peu près 5% de décroissance, donc dans le même temps, les premiers prix ont fortement augmenté. Ce sont des premiers prix qui se situent à peu près à 94 centimes. On va y revenir quand la moyenne des prix du prix de vente en France, briques et bouteilles, on est aux alentours de 1,09. Voilà, mais on va y revenir après. Donc voilà un panorama de ce marché. Et ce marché, on peut dire, cette filière France, elle est très locale. Donc on vous l'a dit, c'est un marché qui fait 2,8 milliards à peu près de litres, donc 2,5 milliards de litres en lait UHT.
Et c'est une filière qui a été précurseur, puisque aujourd'hui, quand on achète 1 litre de lait en GMS, dans 99% des cas, ce sera du lait français. Vraiment très rare de trouver du lait UE ou d'autres origines. Et on a vu une très forte baisse de l'importation de lait, puisqu'entre 2015 et 2024, on a eu 85% de baisse d'importation. Et on peut considérer également, quand on regarde la balance commerciale, qu'on est très équilibré. C'est-à-dire l'an dernier, on avait un excédent commercial qui était de l'ordre de 95 millions de litres. On a eu plus d'imports cette année, un peu plus d'imports, 30% d'imports en plus. Donc ça, c'est évidemment des chiffres qu'on surveille de près chez Saint-Dilet, puisque nous, on prône le local et l'origine France. Et vous voyez dans le même temps que cette balance commerciale est assez neutre, c'est-à-dire que finalement le marché français est autosuffisant en lait UHT et on n'est pas dans une logique d'exportation massive. Le lait UHT est avant tout un produit local. Alors il reste un peu d'export en Italie, qui est un marché qui est structurellement déficitaire en lait de consommation. L'an dernier, on était, je crois, à 43% d'export vers l'Italie, on n'est plus qu'à 34%. C'est en train de se rééquilibrer doucement. Et l'outil principal que nous avons utilisé et dont on est très fier chez Saint-Dilet, c'est ce logo lait collecté conditionné en France, qui est la fierté de Saint-Dilet, qui a été créé par Saint-Dilet, qui a été utilisé largement par les distributeurs. On a un mécanisme, on le rend disponible gratuitement aux distributeurs, et qui nous permet de certifier l'origine France. Donc ce logo, il a été lancé en 2015, donc à l'initiative de Saint-Dilet. Il a été lancé avec des producteurs, mais on n'y serait pas arrivé sans les distributeurs, qui évidemment ont vraiment joué le jeu, l'ont mis sur leur MDD, rien ne les y obligeait. Et donc on est arrivé à un cercle vertueux où aujourd'hui on a une identification claire de l'origine France. Ça a été tout un débat, vous savez, en 2024, puisqu'on a eu tout un débat sur l'info origine, quel type de logo, un QR code ou pas. En fait, nous, on avait déjà notre logo. Donc nous, on a argumenté pour la simplicité, en tout cas sur les UHT. Hein, les consommateurs connaissent déjà notre logo. On a défendu notre logo et voilà, ça fait partie des initiatives qui ont été reconnues par le gouvernement comme un bel exemple de ce que peut donner justement une filière qui s'organise pour garantir de l'origine France. Et aujourd'hui, on a à peu près 75% des bouteilles et des briques qui portent ce logo. Et on a même mis à disposition ce logo de certains. Donc on a une variante, les collectés et transformés en France. Pour ceux, par exemple, qui font du fromage, on rend ce logo également disponible. Et ce logo, quelle est sa garantie? Donc il garantit du lait 100% français, issu de fermes de l'Hexagone et conditionné dans des laiteries sur le territoire français. Et après, on a tout un mécanisme évidemment de validation d'audit annuel par le bureau Veristas pour garantir cette déclaration. Nous, ce qu'on a voulu faire avec évidemment cette défense de l'origine France, c'est défendre la filière laitière française, qui est évidemment ancrée dans les territoires. Ancrée dans les territoires, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 24 000 emplois qui sont ancrés dans les régions. On a 50 000 élevages laitiers qui s'organisent évidemment autour de ces entreprises, avec 2 emplois par ferme laitière. Donc vous voyez, c'est aussi une manière de faire vivre les campagnes. Hein, c'est pas juste du protectionnisme qui n'a pas de sens. C'est vraiment, on s'inscrit dans une filière qui défend un des atouts de la France, hein, puisqu'on est quand même un pays et une terre de lait. Donc on défend l'emploi et une industrie typiquement française. Et alors, ce lait est très local et il est également, par sa localité, perçu par les Français comme du coup un aliment de confiance. Hein, 76% des Français déclarent que le lait d'origine française est une garantie de qualité. Et ça, c'est quelque chose également qui a progressé. En même temps qu'on faisait baisser les importations, on a eu une augmentation en fait, de la perception de qualité du lait. Et on sait qu'aujourd'hui, donc on a 78% des Français qui ont confiance dans la qualité du lait. Alors, ce n'est pas assez, hein, il faut qu'on progresse là-dessus. Il faut que tout le monde ait confiance dans ce que nous produisons, dans ce que nous mettons sur le marché. Alors, on a pour vraiment vocation à mettre sur le marché des produits qui garantissent la sécurité alimentaire.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des Français ont confiance et le lient à l'origine. Voilà. Et cette confiance, on peut le dire, et c'est la deuxième fierté, elle est liée à ce que l'IPLC a mis en place. Alors qu'est-ce que l'IPLC? L'IPLC, c'est l'Institut professionnel du lait de consommation. Je crois qu'il existe 2 organismes similaires. Enfin, en gros, dans le jus, il y a la même chose. Donc Emmanuel est président de l'IPLC. On fête aujourd'hui les 25 ans de cet institut. C'est une démarche volontaire qui a été initiée par la profession et qui a vocation à nous autocontrôler. Donc on a 26 laiteries qui sont adhérentes, qui représentent 95% du marché français et qui respectent des cahiers des charges qui sont mis en place et suivis par l'IPLC avec des autocontrôles réguliers, de la traçabilité, des contrôles de qualité du produit fini. Et lorsque un adhérent ou un non-adhérent d'ailleurs dévie ses cahiers des charges, il reçoit une mise en demeure de l'IPLC pour se remettre en conformité. Donc c'est également un organisme qui a une espèce de vocation à porter la filière vers le haut pour améliorer la qualité globale. Donc ça c'est une initiative de longue date de notre filière et dont on peut se réjouir puisque je pense qu'elle a permis de faire en sorte que la confiance dans le produit se maintienne. Alors, c'est un lait local, c'est un lait de qualité et pour que ce lait local perdure et puisse, on va dire, affronter la transition à la fois évidemment écologique mais aussi même durée, hein, nous avons besoin d'un juste prix du lait. Alors tous les ans nous revenons sur ce thème, c'est pas pour voilà, il y a un libre jeu de la concurrence en France, on est nous-mêmes acteurs de cette concurrence, chacun des adhérents de Saint-Dié est concurrent, mais on sait historiquement que le prix du lait a été beaucoup trop bas en France. Et il a été beaucoup trop bas, ce qui a conduit à avoir des exploitations avec des salaires de misère pour les paysans, dont on est sorti que très récemment. Et il faut savoir que dans le même temps où les éleveurs étaient mal payés, évidemment, les outils ont été sous-investis. Donc pour pérenniser les activités laitières en France, nous avons besoin d'un juste prix du lait. Et ce prix du lait, nous le situons à 1 € du litre. Nous le redisons tous les ans. Donc la direction est plutôt très bonne. Hein. Aujourd'hui, le prix moyen de vente est à 1,09 €. Hein, le lait demi-écrémé a pris 3 centimes par rapport à 2023. Mais il reste, et vous l'avez vu au départ, des laits premier prix. Alors je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de vaches premier prix. Moi, j'en connais pas beaucoup. Donc ce qu'on met dans une brique de premier prix, c'est du lait UHT 15 grammes, comme on le mettrait dans un autre produit de MDD ou un produit à marque. Donc voilà, on considère qu'avec 94 centimes, on est encore trop bas. 94 centimes, c'est le prix constaté chez la plupart. D'ailleurs, ils sont tous très alignés. Tous les distributeurs sont alignés sur ce prix, sur la brique sans bouchon. Nous, on pense qu'il y a 6 centimes, 6 € des 1000, 6 centimes à aller gagner pour garantir le fait que nous puissions couvrir les inflations, rémunérer équitablement la chaîne de valeur, poursuivre nos investissements dans la décarbonation et puis actualiser les outils de production qui ont besoin d'être maintenus et d'affronter, on va dire, la prochaine décennie. On sort après 2008 et l'abandon, vous savez, des quotas laitiers, c'est vraiment là le moment où la filière a été en grande difficulté. Voilà, on sort d'une longue période de difficulté. Il faut que maintenant on puisse réinvestir dans les usines. On a besoin de le faire. Et donc, cette juste rémunération, on pense également que c'est pas volé, hein, que franchement 1 €, ça reste quand même très abordable. Et les Français nous le disent aussi, hein, 63% des Français savent que le lait est pas cher. Il est pas cher, il est vraiment accessible à tous. Et ils sont nombreux à nous dire qu'ils sont prêts à payer quelques centimes de plus. Voilà, donc ça nous semble quelque chose de bon sens. Et quand on regarde le recensement agricole, je vous assure que ce ne sera pas volé pour les éleveurs non plus. La moyenne d'âge des éleveurs, c'est 47 ans, quasiment 48 ans.
on a devant nous un vrai problème de transmission des exploitations. Vous avez 27% des éleveurs de 60 ans et plus qui sont sans visibilité sur l'avenir de leur ferme, avec pas de relais en vue. Et il y en a 23 qui n'envisagent même pas leur départ. Vous voyez, ils ont même renoncé. Donc vous voyez, c'est pour nous, en fait, le fait de maintenir cette rémunération des éleveurs en tant que filière, collectivement, le prix du lait collectivement, il a augmenté. C'est une très bonne chose. Il faut que ça continue, il faut que ça perdure. Mais il faut également qu'on puisse mettre de l'argent dans nos outils. Et c'est très important pour qu'on puisse également maintenir la sécurité alimentaire. Pour revenir d'ailleurs sur la répartition des coûts de production, voilà, un emballage de lait, dans 1 litre de lait, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 55%, c'est de la matière première, c'est le lait des éleveurs. Il y a 25%, c'est le coût de l'emballage, et il y a 20% de frais d'exploitation. Vous voyez, sur les 45% qui vraiment constituent ce qui est nos coûts de production en usine, on a pris 4% de hausse. Vous ne verrez pas 4% de hausse dans les linéaires demain. Ça veut dire que évidemment, on travaille sur la productivité, mais on a également beaucoup de mal. Egalim a bien défendu, on va dire, le coût de la matière première, mais ne nous permet pas réellement de passer les inflations. La distribution reste quand même assez frileuse. Et j'en veux pour ça un exemple qui pourtant devrait être le bon sens, c'est qu'on a en France une contribution éco-emballage, donc qui est qui fait partie, vous savez, de ce qu'on appelle la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Nous finançons la collecte et le recyclage de nos emballages. Cette taxe, cette contribution que nous collectons, les distributeurs la négocient et la refusent fréquemment. Donc on a un mécanisme qui n'est pas vertueux actuellement et qui nous pose vraiment des difficultés, parce qu'évidemment, les coûts de collecte et de recyclage ne feront qu'augmenter. Et si les distributeurs ne jouent pas le jeu, nous ne pourrons pas garantir le correct investissement dans nos installations. Donc voilà. Je vais maintenant passer la parole à Emmanuel, qui va justement nous parler des investissements nécessaires dans la filière. Pardon. Bien, merci. Merci Romain. Oui, effectivement, aujourd'hui la filière a besoin effectivement d'investir de façon importante, parce que notre première responsabilité, c'est la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que globalement, nous on a un produit qui est binaire, il est bon ou il est mauvais, il n'est pas peut-être bon ou peut-être mauvais. Il y a des produits, on peut en manger des variés. Nous, dès l'instant où il y a un microbe dans notre produit, il sera impropre à la consommation à un moment ou à un autre. Et donc on a donc 2 besoins qui sont importants. D'abord, de maintenir nos outils de production en état de marche. Et c'est vrai que ces dernières années, avec tout ce qu'on a connu, le Covid, les inflations, etc., eh bien, on a tiré sur les outils finalement et pas fait forcément tout ce qu'il fallait, parce qu'on n'arrivait pas à avoir la rentabilité qui était nécessaire pour effectivement dégager les marges qui nous permettaient de réinvestir. Et puis, on a aussi un certain nombre de transitions qui sont en cours. Elles sont écologiques, environnementales. On a des modifications, on a des lois qui aussi sont en train de venir de Bruxelles ou de Paris. Et effectivement, il nous faut nous adapter. Il faut donc remettre un certain nombre d'investissements dans nos outils. Donc ces 2 points qui sont des points forts, on les chiffre. Alors on vous a simplement donné une idée. Aujourd'hui, les besoins en fait finalement que l'on a pour entretenir ce matériel, sachant que clairement, depuis les crises qu'on a vécues, nos fournisseurs de matériel qui se concentrent de façon extrêmement importante produisent beaucoup de main-d'œuvre au travers de ce qu'ils font. On a eu des inflations effectivement de main-d'œuvre, et on sait que les coûts de maintenance ont fortement augmenté. Donc aujourd'hui, c'est plus de 40 millions d'euros que l'on a dans la maintenance de ces outils de production qui sont nécessaires en fait finalement pour maintenir l'outil tel qu'il est, mais on a également un besoin d'ici 2030 pour gérer les transitions, renouveler nos matériels qui sont vieillissants, et puis également décarboner nos emballages de plus d'1 milliard effectivement d'investissements qui vont être nécessaires dans ce que l'on fait. Alors, déjà, on a fait beaucoup de choses, et il faut avoir en tête, on a, nous, un mix produit entre la bouteille et la brique qui est à peu près de 50-50. On vend 50% de briques et 50% de bouteilles. On est, je pense, aujourd'hui une filière qui démontre dans tous les emballages que l'on ait, le carton, le PEHD, le PET, qui est une filière qui bénéficie de filières opérationnelles en termes de recyclage. Et on a encore des choses qui sont actuellement en cours et beaucoup d'études. On a travaillé sur la réduction de nos quantités de
plastique, entre autres sur ces 10 dernières années. On a réussi à réduire de 15% le plastique, sachant que le lait, il faut avoir en tête que le lait a 3 ennemis, les microbes bien sûr, mais aussi la lumière, qui est capable d'attaquer un certain nombre de vitamines et qui provoque un certain nombre de mauvais goûts, et puis l'oxygène, l'oxygène qui vient oxyder un certain nombre de produits, dont les matières grasses, et qui rend le produit très impropre à la consommation. En 2021, on a supprimé la paille plastique, qui était effectivement un challenge, alors là aussi qui a été imposé, même si M. Trump a décidé potentiellement de la remettre aux États-Unis. Et puis en 2024, eh bien, il y a eu finalement la finalisation des bouchons attachés. Alors en tant que consommateur, je sais que vous allez me dire que c'est pas quelque chose qui est très très sympa sur l'ensemble des emballages. Néanmoins, c'est une loi et aujourd'hui, l'ensemble de nos emballages, en briques, en bouteilles, bénéficient de ces bouchons attachés pour éviter effectivement que ces bouchons se retrouvent donc dans la nature et ne soient pas dégradés. Donc on n'a pas rien fait, on continue effectivement à investir, mais les enjeux restent effectivement importants par rapport à ce que l'on peut faire. D'abord, on n'est pas en France et tout seul, même si on milite effectivement pour des tas de raisons, comme l'a exprimé Romain, et particulièrement des raisons de bon sens pour que nos produits soient locaux. S'ils sont locaux, ils font moins de kilomètres pour être collectés, pour être redistribués, etc. Néanmoins, on est aussi sur un marché qui est un marché international. D'abord, on envoie des produits dans les pays qui en ont besoin, parce que tous les produits ne sont pas égalitaires en termes de production. Et puis également, on a des produits qui peuvent arriver avec des notions de compétitivité. La compétition actuellement est très très rude avec des pays voisins. Et donc, si on veut continuer à exister, il faut moderniser nos outils, il faut gagner en productivité, en compétitivité, il faut former nos collaborateurs. Et donc, c'est effectivement un point important. Le deuxième point, c'est que on a tout un travail qui est fait sur le gaspillage, donc on travaille sur l'amélioration de nos outils et de nos équipements, la productivité bien sûr de nos outils qui s'améliore sans cesse. Quand on voit les courbes en fait finalement d'inflation que nous on a eu sur nos coûts et ce qu'on a réellement répercuté aux produits, il va de soi que si on n'a pas fait les efforts de compétitivité qui sont adaptés, on ne serait plus là aujourd'hui. Ensuite, on a des choses qui vont être liées à toutes les transitions qui sont en route, même si un gouvernement qui s'est un petit peu arrêté, les lois, tous les dossiers, que ce soit en France ou à Bruxelles, eux ne se sont pas arrêtés. Donc on a des usines qui s'équipent de chaudières biomasse. C'est par rapport au produit de l'énergie. L'énergie sera un sujet à partir du 1er janvier. Vous savez, on ne sait pas à quel prix on achètera notre kilowattheure, puisque l'État n'a toujours pas statué par rapport à ce qui peut se passer, à titre personnel d'ailleurs comme à titre professionnel. Donc c'est quand même un gros problème parce que ça reste un poste important finalement du fonctionnement de nos outils. On a également tout le travail sur la réutilisation de l'eau. L'eau va être le sujet majeur dans les années à venir. On est un consommateur d'eau au travers des nettoyages, des refroidissements, d'un certain nombre d'utilisations. On doit récupérer cette eau, la retraiter, la réutiliser dans nos process de fabrication. Ça demande des investissements très importants puisqu'il faut la plupart du temps reconstruire les stations d'épuration et remettre des systèmes de filtration. On travaille bien sûr sur la décarbonation de nos process et de nos emballages avec nos fournisseurs, mais également dans la réutilisation d'énergie fatale, dans un certain nombre de choix qu'on est en train de faire sur les techniques de stérilisation de nos produits. On doit s'adapter également à toutes les nouvelles tendances. Et ça, c'est un point qui est important parce que on voit qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Quand on vous dit qu'un Américain sur 2 ne mange plus matin, midi et soir chez lui, ça veut dire qu'il mange ailleurs. Et donc, on doit aussi adapter nos outils, peut-être des plus gros formats dans la restauration collective, peut-être des formats également qui sont plus adaptés aux foyers monoparentaux, à l'évolution que l'on peut avoir, donc des formats plus petits. Donc, tout ça, ça demande également des investissements dans nos outils pour s'adapter. Et puis, dernier point, on a toujours cette problématique, même si ça s'est bien arrangé, de la problématique d'attractivité de nos métiers. Donc il faut qu'on arrive à donner du sens en fait finalement à l'action qu'on met pour attirer des nouveaux talents et donc continuer, pérenniser l'ensemble des entreprises. On a fait de gros efforts. C'est vrai que de prime abord, quand on regarde nos entreprises de l'extérieur, elles ne sont pas extrêmement attirantes pour l'extérieur. Quand les gens sont à l'intérieur, ils voient l'intérêt, ils voient la complexité, ils voient tout ce que l'on fait. Et c'est effectivement un atout très très fort. Mais on doit continuer à travailler cette notion d'attractivité de nos métiers dans nos entreprises. Alors, Romain l'a beaucoup défini. Moi, je dis toujours, le lait, c'est le produit le plus formidable qui existe. C'est le premier aliment de la vie. C'est un produit qui est extrêmement complet, qui est une alimentation de qualité. Il a, hélas, c'était un petit peu... il a baissé ces dernières années. Mais on voit que très rapidement, avec l'œuf, c'est la protéine finalement la moins chère telle qu'on peut l'avoir.
Donc, en complément un petit peu de ce qui a été dit, 70% des gens nous disent que c'est un aliment indispensable. Et j'y ajouterai aussi une protéine qui est une protéine effectivement pas chère, qu'il est adapté au mode de vie. C'est vrai que c'est un produit qui est pratique, c'est un produit qui est simple à être utilisé tout seul ou combiné avec des desserts ou avec des laits chocolatés ou des choses comme ça. Et puis c'est un produit qui est naturel. On le prélève, on y fait extrêmement attention parce qu'on en a besoin par rapport à nos produits. Si nous on détruit les contaminants, les microbes, donc la première chose c'est d'éviter d'en apporter effectivement. Et ça il est reconnu comme étant effectivement ce produit naturel de prédilection. Voilà, ce qui fait une très belle transition pour donner à Florent la parole pour qu'il nous parle effectivement des bienfaits de notre produit. Merci pour l'introduction. Donc, merci pour l'invitation aussi à Saint-Didier. Donc, moi, je suis Florent Vieux, je suis chercheur dans une petite entreprise qui s'appelle MS Nutrition, qui est située à Marseille. Petite entreprise parce qu'on est 4 chercheurs, plus une doctorante. Notre activité, elle se résume à gérer et analyser des données autour de l'alimentation. Donc, on va récupérer des données sur la composition nutritionnelle des aliments, sur les consommations alimentaires, sur l'impact environnemental des aliments et aussi éventuellement sur leur prix. Et on va mélanger un peu tout ça et puis faire des analyses de statistiques classiques, de simulation, d'optimisation, enfin tout un panel d'approches mathématiques pour répondre à des problématiques de recherche. Donc aujourd'hui, je viens pour intervenir sur la place notamment des produits laitiers dans une alimentation durable. Alors une petite dia de contexte, c'est un peu la dia des nutritionnistes, puisque voilà, nous mangeons des aliments, du poulet, des carottes, j'aurais pu rajouter un produit laitier d'ailleurs, et notre corps a besoin de calories tout d'abord pour fonctionner, et aussi de nutriments pour bien fonctionner. Et pour bien fonctionner, en fait, on sait qu'il faut une certaine quantité de chacun de ces nutriments. Donc on sait par exemple qu'il faut au minimum, pour un adulte sain, environ 30 grammes de fibres par jour pour être en bonne santé. Et on a ces valeurs-là de référence pour tout un ensemble de nutriments, dans ce qu'on appelle les recommandations nutritionnelles. Alors elles sont exprimées par minimum pour certains nutriments à favoriser, et puis d'autres, et puis on a aussi des maximums pour les nutriments type AGS, sucre, sodium, qu'il ne faut pas avoir trop en excès. Donc cette dia un peu du nutritionniste, elle s'inscrit aussi dans un contexte plus global, qui est celui, alors avec l'arrivée de la crise écologique, on est passé à un contexte plus global qui est celui des régimes alimentaires durables, puisqu'en 2010, la FAO, donc c'est l'antenne agricole et alimentation de l'ONU, a proposé cette définition de régime alimentaire durable. Donc je vais la citer: les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Donc on voit à travers de cette définition qu'on touche 4 grands piliers en fait, ou 4 grandes dimensions de l'alimentation, qui sont la nutrition santé, l'environnement, la culture et l'économie. Donc c'est une définition qui a été remise à jour en 2020, mais qui reprend dans les grandes lignes ces quatre dimensions. Alors nous, au sein d'MS Nutrition, et puis en collaborant avec différents acteurs, on mène des études scientifiques pour essayer de comprendre comment aboutir à une alimentation plus durable. Et aujourd'hui, donc, j'ai sélectionné deux publications qui ont été publiées très récemment, 2024 et 2025. Donc la première, dans cette première publication, on s'est amusé à classer les grandes catégories d'aliments en fonction de leur impact environnemental. Et on a exprimé cet impact environnemental de ces catégories, non seulement pour 100 grammes, mais on s'est amusé à exprimer cet impact environnemental en fonction d'autres indicateurs, donc les calories ou la qualité nutritionnelle, etc. Dans une deuxième phase, donc une deuxième série de résultats, enfin un résultat que je vais vous présenter, là on va s'intéresser aux régimes alimentaires dans leur globalité. Et dans cette deuxième étude,
on a sélectionné au sein d'un échantillon représentatif des consommations alimentaires de un peu plus de 2000 Français, un sous-échantillon qui avait non seulement une bonne qualité nutritionnelle, mais aussi un impact environnemental réduit. Et puis on a comparé que consommait cet échantillon par rapport à la moyenne française. Donc la première étude, donc on s'est amusé à comparer l'impact environnemental de différentes catégories d'aliments. Donc on va se focuser sur le graphique de gauche pour l'instant. On a sur l'axe des abscisses, alors je ne suis pas sûr que vous le voyez bien, mais les catégories d'aliments, donc viande de ruminants, produits de la mer, etc., pommes de terre et bien sûr produits laitiers, qui sont classés donc de l'impact environnemental exprimé par kilo, du plus impactant à gauche au moins impactant à droite. Donc on voit que la catégorie alimentaire qui impacte le plus lorsqu'on exprime cet impact pour 100 grammes, c'est la viande de ruminant. On commence à connaître cette information. On voit que d'une façon générale, les produits purement animaux, donc produits de la mer, viande de ruminant, charcuterie, sont dans la partie gauche du graphique. Et les végétaux sont plutôt dans la partie droite, avec là, j'ai représenté les fruits et légumes. Les coproduits animaux, dont font partie les produits laitiers, sont plutôt à l'intermédiaire. Et on voit que, si on passe au graphique du milieu, lorsqu'on exprime l'impact environnemental, non pas par kilo, mais pour 100 kcal, il faut rappeler la première dia, notre corps, ce dont il a besoin finalement, c'est d'énergie. Donc c'est pas dénoué de sens d'exprimer l'impact environnemental par calories. On voit que, par exemple, les fruits et légumes, ils montent dans la hiérarchie, donc finalement, par rapport aux autres catégories, ils sont un peu plus impactants. Le troisième graphique, là on a exprimé l'impact environnemental de toutes ces catégories, non pas par kilo, non pas par calories, mais par unité nutritionnelle. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail exact de l'indicateur qu'on a utilisé. Imaginez-vous que c'est une sorte de Nutri-Score, mais un peu plus détaillé, dans le sens où on prend tout un ensemble de nutriments, une composition nutritionnelle totale, et on voit que quand on exprime l'impact environnemental de ces catégories par unité nutritionnelle, là, le poisson, par exemple, devient un aliment finalement pas vraiment impactant au regard de la qualité nutritionnelle qu'il propose. On voit aussi que la viande de ruminant baisse un peu, puisqu'elle a des nutriments que d'autres catégories proposent en moins grande quantité. Et les produits laitiers dans tout ça, là je les ai représentés avec une petite brique de lait. Alors c'est la catégorie des produits laitiers, il n'y a pas seulement que le lait dans cette catégorie. Mais on voit que la catégorie des produits laitiers fait partie de ces catégories finalement qui est assez peu sensible à l'unité fonctionnelle. Donc qu'on l'exprime par kilo, par 100 kcal ou par unité nutritionnelle, finalement, cette catégorie reste intermédiaire, plutôt dans la partie basse, mais voilà, au milieu des autres catégories. Alors c'est pas la seule, il y a aussi les pommes de terre ou les légumineuses qui restent relativement stables en termes d'impact environnemental. Je passe rapidement à la deuxième étude que je voulais vous présenter. Donc là, on sort un peu de l'analyse des catégories prises indépendamment les unes des autres. On va s'intéresser au régime alimentaire dans sa globalité. Donc on a sur le diagramme de gauche les quantités en grammes pour 2000 kcal, donc c'est à peu près l'apport calorique journalier. Dans l'échantillon total, donc la consommation moyenne des adultes français. Et puis à droite, on a la consommation moyenne d'un échantillon donc, qui a une meilleure qualité nutritionnelle et donc qui combine une meilleure qualité nutritionnelle et un faible impact environnemental. Et donc vous voyez que ce sous-échantillon des plus durables, il a moins de produits sucrés salés, moins de viande, œufs, poissons et plus de fruits et légumes et de produits laitiers. Alors là, je vous présente ces résultats sous forme de grandes catégories. Il faut avoir en tête qu'on peut descendre un peu et aller un peu plus dans le détail, notamment pour les viandes, œufs, poissons. La réduction, elle s'effectue pas sur chacune des sous-catégories. Les poissons, notamment, restent relativement stables entre échantillon total et échantillon plus durable. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais sélectionné comme
résultats à vous présenter. Merci pour votre attention. Et puis je suis à disposition si vous avez des questions. Merci. On va donner la parole à Philippe, avant de parler de la journée mondiale du lait. Juste avant de parler de ce qui nous amène aujourd'hui à la journée mondiale, un tout petit teasing pour vous dire en avant-première qu'on travaille. Pour nous, le lait, c'est un aliment du quotidien. Donc en fait, on a essayé, on est en train de réfléchir à mettre en scène cet aliment du quotidien. Et quoi de mieux qu'un livre de cuisine. Donc Philippe en est le photographe, il va vous expliquer en 2 petits mots ce projet. Et surtout, ce projet ne sera disponible, donc c'est un petit teasing, en fin d'année. Il sera là pour les fêtes de fin d'année. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Asset, je suis photographe et styliste culinaire. Voilà, Hélène a déjà dévoilé que nous sommes dans la phase de finalisation des photos et recettes d'un livre de cuisine qui remet le lait au centre en tant qu'ingrédient culinaire. Non pas le lait de boisson, mais le lait vraiment dans la cuisine quotidienne et gourmande. Le dernier livre qui est paru sur ce thème, c'est-à-dire un livre de cuisine sur le lait, ça fait 22 ans, c'était chez Marabout, c'était Délices de lait. Donc depuis, pas de nouveau livre, sauf le nôtre qui va donc paraître aux éditions Ouest France en diffusion nationale à partir de novembre de cette année. Voilà, donc en fait, on recentre un peu toutes les recettes, des recettes simples et gourmandes, suivant des catégories. Donc on a travaillé sur tous les types de lait, le lait entier, demi-écrémé, écrémé, avec aussi un tout petit peu de lait ribot, de lait fermenté et de lait cru. Voilà, avec des recettes qui travaillent sur des soupes éveloutées, des crémeux, des mijotés, des gratinés bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de recettes dans la cuisine traditionnelle française, comme le vrai gratin dauphinois, et également beaucoup de desserts et de petits déjeuners, goûters, et aussi un voyage culinaire autour du monde avec des recettes du Moyen-Orient, américaines. Par exemple, je pense à l'oumali, qui est un espèce de gratin égyptien de pâte feuilletée avec des dattes, des pistaches, des amandes, tout ça gratiné. Et la pâte feuilletée absorbe le lait et c'est vraiment très très bon. Moi, personnellement, ça fait 2 mois que comme je ne gâche pas, je mange tous les plats que je photographie. Bon, ça va encore. Hein. Voilà. Au niveau graphique et au niveau de la palette colorielle, donc moi je travaille beaucoup sur tous les types de blancs, les blancs poudrés, les blancs ivoire, les blancs marbrés, en restant vraiment dans cet univers, et également avec une simplicité, mais surtout une mise en texture des différents types de lait. Parce qu'en fait, chaque lait est différent. Est différent. Voilà. En plus de ça, donc, moi, j'ai pris comme parti pris, j'ai une centaine de livres de cuisine derrière moi, et très souvent, le lecteur ne se reconnaît pas forcément dans son résultat avec la photo qu'il a devant, parce qu'il y a quand même pas mal de bidouillage dans le stylisme culinaire. Hein. Et là, moi, j'ai pris le parti pris vraiment de faire vraiment les vrais temps de cuisson et la photo telle qu'elle va être si vous faites la recette, quoi. Ça, c'est très très important parce que c'est un livre quotidien et gourmand. Voilà. Et à part les recettes, il va avoir toute une série de petits reportages dans nos régions, donc sur les laiteries, sur la traite, des portraits de vaches et surtout des portraits des races comme la Normande, la Montbéliarde, la Primolstein, et une petite vache que j'adore moi, la vache de Jersey, qui est vraiment très photogénique et très sympa. Voilà, donc on se retrouve en novembre, hein, pour la parution de ce beau livre. Voilà, merci beaucoup. Merci Philippe.
Alors, vous l'avez compris, effectivement, ça a été dit, nous on est très attachés en fait finalement à l'information consommateur, très attachés, et puis en plus on aura maintenant un livre de recettes à la formation consommateur effectivement par rapport à des aliments. Et on a également, et depuis des années, donc on réalise la Journée mondiale du lait, c'est-à-dire qu'on ouvre les portes de nos entreprises, et ça fait partie effectivement de la formation. J'ai une autre casquette dans laquelle je milite pour la formation, l'éducation à l'alimentation, auquel je tiens beaucoup. On n'y est toujours pas, mais on va peut-être y arriver un jour. Et donc dans ce cadre-là, eh bien c'est important d'ouvrir nos usines, de montrer, ouvrir nos fermes par rapport à ce que l'on fait. Donc à partir du 1er juin, et ça sera un petit peu décalé, la fête du lait est le 1er juin, donc c'est la Journée mondiale du lait, et donc on va ouvrir effectivement nos usines. Donc voilà les usines qui vont être ouvertes un petit peu partout en France, dans lesquelles vous pourrez assister alors à des visites de fermes, à des visites d'usines, aussi à des modélisations. Si Théo interviendra, on expliquera ce que c'est qu'une traite. On parlera également de tout ce qui est fixation du prix, etc. Et donc, en moyenne sur un site, ça peut être jusqu'à 1000 personnes qui viennent visiter, et les réservations sont souvent très pleines. Donc on a accueilli plus de 70 000 visiteurs, et puis ça fait un petit peu tache d'huile. Et donc ça va s'étaler du 3 au 28 juin sur les différents sites de production que vous voyez donc ici. Donc c'est des actions donc de formation, et vous pourrez les retrouver sur le web et puis les réseaux sociaux. On va faire effectivement pas mal de teasing sur ces moments-là, qui sont pour nous importants pour expliquer qu'est-ce qu'il y a. À chaque fois que je fais visiter l'entreprise, les gens sont toujours estomaqués de ce qu'il y a comme travail derrière une brique de lait pour arriver à en faire la qualité. Et donc c'est ça qu'il faut, et derrière ça fait un petit peu tache d'huile, ça s'appelle un peu les techniques du perroir, qui permettent effectivement de décider les gens et de montrer ce que c'est qu'effectivement un litre de lait, sa complexité. Et je ne parle pas du travail de la vache, je parle du travail effectivement qui est accumulé par l'ensemble des parties prenantes sur le sujet. Voilà, Romain, avant les questions. Oui. Donc pour conclure, donc pour revenir donc sur les différents éléments donc de cette conférence de presse, ce qu'il faut retenir, en tout cas ce qui nous paraît important nous, c'est qu'on a vraiment aujourd'hui un lait qui est local. Il est collecté, il est conditionné en France. C'est 10 ans de succès de ce logo Saint-Dié, avec une baisse de 85% des importations et une autonomie surtout qu'il faut qu'on préserve, parce qu'on voit qu'il y a encore quelques petites tentations de certains distributeurs d'aller prendre du lait en Belgique, en Allemagne, de favoriser des blés bas coût et donc peu durables. Donc nous, on pense qu'il faut préserver cette autonomie alimentaire. Deuxième chose, c'est on voit qu'il y a une confiance accrue dans le lait français qui s'est créée, grâce aussi à ce mouvement de localisation. Et que si on veut que ce soit durable, eh ben, c'est notre responsabilité à nous, d'industriels, d'investir dans les outils. Et donc on s'engage, nous, à investir 1 milliard d'euros d'ici à 2030 pour continuer à fournir du lait français aux consommateurs français, et tout en répondant donc à la multiplicité des réglementations qui nous arrivent de Paris, mais aussi surtout de Bruxelles. Donc avec évidemment résoudre la problématique d'obsolescence des outils, réussir la transition écologique et la décarbonation des emballages. Et ça, je peux vous dire que c'est un énorme challenge pour nous. Donc il nous faudra probablement beaucoup de créativité et de R&D pour y arriver. Et tout ça doit être garanti par un prix juste et que nous pensons abordable, qui est 1 € pour 1 litre de lait pour les premiers prix. Voilà, c'est la condition pour assurer l'avenir et la transmission des exploitations, et pour assurer aussi l'avenir des laiteries, pour qu'on arrête d'avoir des laiteries qui ferment en France. On en a eu quand même pas mal de réduction du nombre de laiteries en France. Donc c'est aussi maintenir l'emploi industriel dans notre pays. Voilà ce qu'on voulait vous dire. On se tient à votre disposition pour les questions. Bonjour, Cyril Bonnel, Agra. Je voulais savoir comment vous étiez arrivé à ce montant d'1 milliard déjà, et ensuite comment ça se ventilait entre les investissements dans les usines, dans les machines. Est-ce qu'il y a une partie R&D, on parle des nouveaux produits, est-ce que voilà, quelle est la partie qui relève de la R&D? Est-ce que ça inclut la rémunération des producteurs aussi, qui pourrait être améliorée? Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des détails sur ce fameux milliard? Non, alors on est exclusivement sur la partie outils industriels. Comment on l'a obtenu, c'est qu'on a fait un peu un recensement auprès de nos adhérents
de quels étaient les besoins par rapport à ce qui a pu se passer. Puis on sortait quand même de l'expérience des bouchons attachés qui nous a permis d'avoir un certain nombre de choses. Mais bien sûr, ça ne prend pas en compte les éventuels investissements qu'il peut y avoir dans la partie agricole et effectivement le maintien de prix équitables qui permettent de maintenir effectivement les exploitations. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je pense que si aujourd'hui la physionomie que l'on a du monde laitier, la pérennité en fait des exploitations est quand même meilleure que ce qu'elle était il y a quelques années, c'est grâce au travail qu'on a fait sur le lait de consommation. On a réussi à revaloriser ce produit, revaloriser le prix payé aux producteurs, et ça nous amène aujourd'hui à des perspectives, des jeunes s'installent, on a des gens qui réinvestissent, y compris dans des zones qui étaient plutôt des zones en très forte déprise, et ça c'est un atout très très fort. C'est un produit qui est quand même un marqueur en fait, hein. Donc c'est certain que la revalorisation qui a été faite sur le lait de conso, elle a eu un effet bénéfique sur l'intégralité des produits laitiers. Voilà. Jean-Paul Hébrard, TV Agri. Au final, vous êtes peu impacté par les errements de la politique américaine, du contexte international, ou si? On est majoritairement local, donc on est entre guillemets peu impacté, en tout cas sur le lait UHT. C'est pas, vous l'avez vu, on exporte très peu de lait UHT, donc c'est pas un enjeu pour nous. On peut éventuellement avoir des effets collatéraux si le prix de l'énergie est impacté, ça a été le cas hein, quand même fortement. Donc ça évidemment on a des effets collatéraux, mais sur la dimension commerciale on l'est pas tellement impacté. Non. Après il est vrai que je pense qu'il peut y avoir des répercussions s'il y a des décalages en fait finalement de marché. Mais je pense que le réchauffement climatique va plus impacter finalement que la politique américaine, parce que s'il y a des pays aujourd'hui qui n'arrivent plus à produire de lait, on voit que l'Espagne est en train de peiner énormément, l'Italie donc n'est pas excédentaire, bien au contraire, elle est déficitaire, et peut-être que d'autres pays aujourd'hui vont être en manque de lait. Donc tout ça peut créer en fait finalement des décalages de production sur lesquels on est attentif. Et les semaines d'annonce de M. Trump, c'est vrai qu'on était un peu paniqué entre les taux d'intérêt, parce qu'on investit et donc on investit en empruntant de l'argent. Donc effectivement, ça nous perturbe. On est quand même dans une grosse période d'incertitude qui est problématique au niveau des entreprises. Gérard Lepuy, l'Humanité. J'aimerais savoir pourquoi le rayon d'intervention de Saint-Dié se limite à différents laits liquides et à l'exclusion des fromages fermentés, des fromages frais, des yaourts, du lait en poudre et de la crème. Alors, en fait, on est ce qu'on appelle un syndicat de produits. Hein, c'est-à-dire que globalement, nous, notre gamme de produits, c'est donc les laits, lait aromatisé, lait standard, lactosés, bio, etc. Par contre, tout ce qui va toucher à d'autres métiers, le fromage, le beurre ou d'autres produits, est regroupé donc, à nouveau potentiellement dans les syndicats de produits, mais au niveau du CNIEL, qui est le Centre national de l'industrie et d'économie laitière, et donc qui, eux, défendent en fait, finalement leur métier. C'est un parti pris qu'on a toujours eu au niveau de Saint-Dié. Nous, on a toujours estimé que personne défendrait notre produit et personne défendrait notre métier mieux que nous. Et quand on commence à faire défendre, à avoir des intérêts par des gens qui n'ont pas forcément les mêmes choses, on voit qu'ils n'ont pas la sensibilité, etc. Et Romain vient très bien de le dire, le lait, c'est la porte en fait, d'entrée à l'ensemble des produits laitiers derrière. Et ça, il faut vraiment le souligner. On est effectivement une veille sur la qualité du lait. L'IPLC est vraiment à ce rôle de veille permanent sur les évolutions qualitatives qu'il peut y avoir. On voit qu'il y a des évolutions dans le lait. Nous, en permanence, on analyse les produits. Donc, on est capable de vous dire depuis 25 ans comment les produits en composition, en quantité, en qualité, etc. ont pu évoluer. D'autres questions ? Oui, le prix du lait devrait augmenter, hein, me semble-t-il, en 2025 à 500 € les 1000 litres. Est-ce que du coup, ça va mettre encore plus votre rentabilité sous pression ? Une excellente question. C'est sûr que ça va la mettre sous pression. On ne peut pas dire le contraire. Là, il faut à la fois qu'il y ait une rémunération des exploitations et il faut également une rémunération en tout cas une garantie des marges pour les industriels, pour qu'on puisse réinvestir. On a besoin d'avoir une trésorerie qui nous aide à investir pour le futur. Donc oui, ça mettra une forme de pression. Après, on sait bien aussi que c'est d'abord ce prix du lait aux éleveurs n'augmentera que dans la mesure où les outils de production sont fiables. Hein, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à partir du moment où les industries font des pertes, on n'est pas capable de payer correctement les éleveurs. Donc de toute manière, il faudra qu'il y ait une logique vertueuse qui se dessine.
Le 500 €, c'est on va dire, c'est une direction. Est-ce que ce sera à 500 € dès 2026 ? Je l'espère pour les producteurs. Mais en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est qu'on aura aussi une revalorisation du prix pour pouvoir investir et garantir le milliard d'euros dont on a cruellement besoin, je vous assure, pour maintenir la pérennité des laiteries. Moi, pour poursuivre, je voudrais là-dessus, je pense que j'ai eu l'occasion de dire au président de la République qu'on était un peu dans le bal des faux culs. C'est-à-dire que globalement, on sanctuarise la matière première. Et là, on est surveillé par Egalim, par Brassa. On est en train de sanctuariser un certain nombre d'éléments. On parlait tout à l'heure de l'énergie. On ne sait pas à quel prix le kilowatt va nous être facturé à compter du 1er janvier. On sait que ça va prendre à peu près 15 à 20 € du mégawatt. Et de l'autre côté, on a une grande distribution qui est hyper concentrée et qui nous met une pression sur les prix parce que l'inflation, etc. Et ce qui sert d'ailleurs, entre parenthèses, les intérêts du gouvernement qui ne veut pas que le pouvoir d'achat puisse effectivement être entaché. Donc il y a un moment, nous, on subit toutes les contraintes. Nos entreprises, avec les plans de loi de finances qui ont été votés, que ce soit la sécurité sociale ou que ce soit le plan de loi de finances générale, ont pris entre 4 et 5% d'augmentation. Nos hausses de salaire, on ne reviendra pas effectivement sur les hausses de salaire qu'on a pu accorder à nos salariés. Donc nous, on est comprimés entre d'un côté des sanctuarisations d'un certain nombre d'éléments et de l'autre côté une pression qui est mise sur les prix. Forcément, à un moment, ça va coincer. Donc voilà, il faut que les gens se rendent compte, et je peux vous garantir qu'en ce moment, on a des négociations avec certains distributeurs qui sont plus que compliquées, parce que eux, ils ne voient en fait finalement la fameuse MPI, matière première industrielle, que sur un prisme, qui est le prisme, oui, l'énergie a baissé ces 2 dernières années. Sauf que l'énergie n'est qu'un tout petit élément de la composition de notre MPI. Et là, il faut qu'il y ait un vrai débat. On nous demande de la transparence, on en donne. Et quand on ne donne pas la transparence que les gens attendent, on dit vous n'êtes pas transparent. C'est pas possible. Alors, les négociations commerciales sur les marques nationales, maintenant vous l'avez vu que dans notre produit, on a quand même 40% qui est vendu en marque distributeur et 26% qui est vendu en premier prix. Cette part-là, on est quasiment en permanence en négociation, au gré du vent. Et ça doit augmenter à quel rythme? C'est une question compliquée, hein. Ça dépend des entreprises, ça dépend des plans de renouvellement. Les gens, nous par exemple, on a monté une usine neuve, donc forcément on va moins réinvestir dans les années à venir, quoiqu'on a pas mal de renouvellements également qui sont faits. Je pense qu'aujourd'hui on est en sous-investissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin de déclencher rapidement. On a vécu quand même des périodes compliquées, et l'autre jour je discutais avec un distributeur qui me disait mais comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de plans d'alerte, de plans de retrait, etc. Je lui dis les niveaux d'exigence montent, et derrière nous, il faut qu'on arrive à mettre beaucoup d'argent dans les outils, et on n'arrive pas forcément à compléter. Il ne faut pas oublier non plus que le taux de l'argent, il est quand même passé de pratiquement 0,5 à pratiquement 4%, et ça compte quand même aussi, même s'il a un peu redescendu, ça compte aussi dans les comptes d'exploitation. Donc on ne peut pas répondre à cette question si derrière on n'a pas les rentrées effectivement qu'on attend pour pouvoir financer nos investissements. On va les décaler jusqu'au moment où ça va coincer, quoi. Ouais. Et par ailleurs, cette étude, donc, qui est une consolidation, on va dire, anonyme, hein, c'est-à-dire que c'est Hélène qui a été la garante, on va dire, de cette consolidation. Donc on n'a pas les chiffres réels entreprise par entreprise. Après, moi, je peux vous dire que pour Candia, ça revient quasiment à doubler les investissements sur les 5 prochaines années. Voilà, sans donner de chiffres, mais en tout cas, voilà, c'est à mon sens, et quand je regarde l'échantillon statistique, ça revient à doubler. Effectivement, ça dépend de ce qui a été fait par chacun des acteurs. Il y a quand même un mouvement de grossissement des laiteries. Il y a à la fois quelques petites laiteries qui naissent, mais globalement, plutôt, on cherche à avoir des laiteries plus efficaces, plus performantes, puisqu'on est très challengé sur la matière première industrielle. Et donc, la matière première industrielle, la seule façon d'arriver à écraser les coûts fixes, évidemment, c'est d'avoir des laiteries de plus grosse taille. Charlotte Pommier, Quotidien du médecin. J'avais une question sur la production. Vous disiez que la production se maintient en France, mais qu'elle diminue dans les pays du Sud, l'Espagne et l'Italie. Est-ce que vous entrevoyez à long terme peut-être une diminution en France, ou est-ce que vous avez l'intention d'adapter la production? Et la deuxième partie de ma question, là, vous avez beaucoup parlé des laits premiers prix. Et quid des laits premium, de l'évolution des marchés? Est-ce qu'ils vont se développer ou pas? Voilà, merci.
Alors sur l'évolution de la collecte évolue fortement en lien avec le changement climatique. Les zones de déprise en France, c'est le sud, sud-ouest, je ne sais plus, on doit être à moins 15 ou moins 20%. Massif central, le bassin Rhône-Alpes, toutes ces zones-là sont en déprise laitière. On a une baisse globale de la collecte dans ces zones-là. Et les zones qui se renforcent, c'est le croissant laitier, donc c'est la Bretagne, c'est le Nord, la Normandie bien sûr, hein, enfin, tout là où il y a de l'eau, du soleil, une bonne alternance des deux, il y a de l'herbe. En général, on a là une bonne composante pour avoir une collecte forte. Donc en fait, on est évidemment obligé de s'adapter à cette réalité. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement globalement vers le nord et vers l'ouest des produits laitiers, hein, à terme, c'est écrit. Il faudra adapter les outils industriels, c'est-à-dire qu'il y a des outils industriels qui prendront peut-être beaucoup de lait dans certaines zones, et puis dans d'autres, on aura plus de lait formulé, plus de lait à petit conditionnement. Voilà, c'est une évolution que chacun des acteurs de sein du lait sera obligé de prendre en considération. Après, sur la question des laits premium, on a eu, je pense, on sort de 5 années où il n'y a eu pas beaucoup d'innovation. Peu d'innovation. Le lait délactosé, on va dire, a été, je pense, à peu près la principale innovation sur le lait de conso. Des laits vitaminés. Donc voilà, il y a également, je pense, une question sur comment le lait de consommation trouvera des relais de croissance. Quel type de relais de croissance? Voilà, ça, chaque acteur de Saint-Dié est libre de sa politique d'innovation. Mais j'imagine que tous les acteurs à marque travaillent là-dessus d'arrache-pied, puisque c'est sûr que c'est une catégorie commodité, et si on veut en maintenir la valeur, il faudra évidemment qu'on aille la chercher par le haut et donc par l'innovation. Juste en complément, vous avez pu voir aussi que les troupeaux étaient touchés par la fièvre catarrhale, hein, qui a deux impacts, donc un impact court terme sur la production laitière et puis un impact aussi sur les vélages. Donc c'est aussi quelque chose qui peut jouer et qui joue déjà dans certains pays. L'Allemagne a annoncé dans les années à venir une baisse de 10% de sa production de lait. Donc on a effectivement des sujets de ce niveau-là. Et puis il y a quand même, on en a parlé assez rapidement, la problématique du bio. Aujourd'hui, un litre de lait bio est à peine plus valorisé qu'un litre de lait conventionnel. C'est pourtant un produit qui est quand même assez premium. Donc là encore, on voit que quand la rémunération en fait aux producteurs n'est pas garantie à moyen et court terme, les producteurs se désengagent, soit ils reviennent en conventionnel, ce qui est le cas d'un certain nombre, soit ils arrêtent et quand ils ont des possibilités de faire d'autres productions ou pas de renouvellement effectivement. Donc nous on pense quand même qu'il y a une tension sur la production laitière, et puis à l'intérieur il y a toute la problématique de la matière grasse, hein. Aujourd'hui structurellement le monde manque de matière grasse, et donc derrière ça crée des décalages et ça peut créer des déséquilibres importants. Ouais, c'est sûr que la matière grasse pousse le prix du lait vers le haut. On est structurellement en France déficitaire en matière grasse, hein. Je pense que les chiffres du beurre c'est assez parlant. Je crois qu'il y a une plaquette de beurre sur 3 hein, qui n'est pas d'origine France dans les linéaires, et ça c'est pas prêt de s'arranger. Donc c'est vrai que c'est une autre dimension du mix, c'est comment on éclate un litre de lait, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le valorise. Et cette matière grasse pousse le prix du lait mécaniquement vers le haut aujourd'hui, et en particulier le prix du lait conventionnel. Maintenant que ça va. J'avais une question parce que vous avez dit c'est 0,94 centimes en moyenne pour les premiers prix. Par contre, vous avez dit 1,09 MDD plus marque Natio. Du coup, ma question c'est combien pour la MDD, combien pour la marque Natio en moyenne? Est-ce que vous pouvez éclater entre MDD et marque Natio? 1,20 à peu près pour les marques nationales. Ouais, ça. Vous avez des produits comme C'est qui le patron qui sont vendus à 1,27. 1,27, voilà. Vous pouvez le voir, 1,20 pour la plupart des marques nationales. Et puis la MDD se situe entre 1,05 et 1,07 en termes de prix. Sachant qu'il y a toujours une petite prime à la bouteille qui est un peu plus chère. Voilà. Donc 94 centimes, c'est pour de la brique. Vous ne trouverez pas des premiers prix en bouteille à ces prix-là. En bouteille, vous avez à peu près toujours 5 centimes d'euros d'écart. J'avais une question plus technique pour notre ami chercheur. C'était, quand il y avait votre tableau tout à l'heure, tout à gauche, vous avez fait l'impact environnemental pour les viandes de ruminants. Est-ce que si on éclate le cheptel, par exemple, on imagine qu'on supprime le cheptel allaitant et donc on n'a plus qu'un cheptel laitier avec que de la vache de réforme, est-ce que ça modifie énormément cet impact? Alors, il faudrait poser la question en fait à ceux qui font les données, en l'occurrence l'ADEME et l'INRA, puisque c'est des données qui viennent d'Agribalise.
C'est une base de données en libre accès, donc tout un chacun peut la consulter. Et je serais incapable de vous répondre. Par contre, je sais enfin, dans les valeurs qu'on récupère, nous, ils prennent en compte le type de cheptel qu'il y a derrière, quoi. Donc, dans leur moyenne, ils calculent la part de réforme, etc. Excusez-moi, Claire Hu, journaliste à l'éleveur laitier. Donc vous avez dit que la consommation de lait de consommation baisse de façon régulière. Comme le prix du lait français est quand même plus bas que le prix du lait européen, est-ce que l'export peut être une possibilité, ou est-ce que vous développez l'export en fait pour compenser cette baisse de consommation qui est structurelle? Et puis la deuxième question, j'ai oublié, mais ça va me revenir. Sur le prix du lait, on a un prix de lait en France tout de suite qui est plus bas. Maintenant, ce n'était pas le cas sur ces dernières périodes. Donc en fait, nous, on a une construction de notre prix qui en fait est différente de ce que peuvent avoir certains pays, comme par exemple l'Allemagne, qui a une réactivité beaucoup plus rapide en fait finalement au prix des produits, au prix du beurre, au prix des poudres, etc. Donc dès qu'il y a une évolution au niveau international, eux qui sont beaucoup plus soumis que nous à ces produits-là, ils ont une réactivité qui est plus forte. Nous, on a toujours une latence qui est à la hausse comme à la baisse, qui est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on vit. On pense plutôt qu'on est dans les mêmes eaux qu'effectivement nos collègues européens. Maintenant, l'exportation, c'est compliqué parce qu'on manque de beurre en France, mais on manque de beurre un peu partout. Donc on sait que la matière grasse n'a jamais été à un niveau aussi élevé que ce qu'elle est aujourd'hui. Par contre, la protéine, donc la poudre de lait par exemple, aujourd'hui on est structurellement très excédentaire sur ces typologies de production. Et puis il y a la géopolitique aujourd'hui où c'est quand même compliqué d'arriver à avoir une parfaite lecture de quels vont être les besoins pays. Bon, ce qui est clair, c'est que je pense qu'il y a des besoins, il va y en avoir, puisque structurellement, on a une population mondiale qui augmente. Et par le passé, en fait, les exportations qui étaient réalisées, notamment dans l'Europe du Sud, étaient faites à prix cassé et donc plutôt délétères, on va dire, pour le système. Donc la baisse progressive, en tout cas, des exportations qui ont eu lieu en Italie, en Espagne, c'est plutôt accompagné d'une revalorisation. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à engager un système d'exportation qui soit pour casser de la valeur. Donc c'est pas trop la logique qui est suivie actuellement. C'est plutôt une logique de travail sur le mix, globalement. Donc aller rechercher des laits plus valorisés, des laits engagés. C'est plutôt ça qu'on voit se former sur le marché qu'une volonté d'aller exporter beaucoup de lait vers l'Europe du Sud. Par ailleurs, le lait, c'est quand même un produit qui se transporte. Enfin, c'est un lait, il y a quand même beaucoup d'eau. Donc, c'est quand même des frais logistiques et des coûts logistiques importants. Donc voilà, il faut vraiment être extrêmement compétitif pour arriver à être rentable en exportant du lait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne voit pas beaucoup d'exports en lait liquide. En lait UHT classique, ça reste marginal. Une forme de logique quand même environnementale, c'est-à-dire quand d'un côté on nous dit il faut travailler sur la RSE, limiter notre impact, etc. Si demain on se met à transporter des briques de lait qui sont effectivement très riches en eau, ça n'a pas trop de sens. Alors dans les deux sens d'ailleurs, quand on nous fait venir du lait d'Allemagne ou de Pologne en lait conditionné, ça n'a pas de sens non plus par rapport à du lait qui est produit en local. Oui, donc c'est sur le milliard d'investissements, quelle est la proportion, la part sur la décarbonation, et pourquoi vous dites que ça va être compliqué en fait la décarbonation et le recyclage, vous avez dit tout à l'heure qu'il allait falloir faire preuve d'inventivité. Sur quoi vous butez en fait concrètement? Sur la décarbonation, on n'est pas seul en fait. C'est-à-dire qu'on a déjà tout un travail sur la partie amont qu'on est en train de faire. Il faut savoir que l'impact carbone, par exemple, sur la production laitière, avec le travail qu'on a mené avec nos éleveurs, Cap2R, etc., a pratiquement permis de baisser en 5 ans de 20% l'impact carbone du litre de lait. Donc ça, c'est un plus. Mais on sait que tous les pourcents qu'on fait supplémentaires sont beaucoup plus compliqués. Ensuite, on a l'énergie. Donc l'énergie, on est plutôt sur des chaudières biomasse, sur un certain nombre de sujets qui sont en train effectivement de développer. Donc là, je dirais que les technologies
existent, sont connus et nous permettent, là c'est vraiment un problème de financement sur lequel il faut être vigilant. Et puis ensuite on a toute la partie emballage. Et la partie emballage, là on est très lié à nos fournisseurs d'emballage, qui sont les fournisseurs en carton ou en plastique, sur lesquels il faut arriver à repenser les technologies, les techniques de fabrication. Vous voyez, un exemple pour supprimer par exemple la feuille d'aluminium dans les briques carton de nos fournisseurs comme Tetra Pak ou SICK Combibloc. C'est pas si simple que ça, parce que ça induit les technologies de soudure, et puis ça induit ensuite la protection du produit. Et encore une fois, notre premier métier, c'est la sécurité alimentaire. Donc il faut faire attention à ne pas jouer les jeux au trouve-tout et à penser qu'on va tout révolutionner et raser gratis, quoi. Effectivement, c'est pas par plaisir qu'on met une couche d'alu, hein, c'est pour garantir la sécurité alimentaire. Quand on enlève la couche d'alu, en fait, les briques elles ne sont plus palettisables de la même manière, donc on se retrouverait qu'il y a un suremballage carton. Donc en fait, on corrige un problème d'un côté, on en crée un autre de l'autre. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses à trouver. C'est vrai dans la brique, et puis alors c'est vrai également dans la déplastification entre le PEHD, le PET. Quelle est la bonne voie demain? Est-ce qu'on aura des bouteilles, on trouvera des bouteilles avec plus de fibres? Voilà, il y a des choses qui sont travaillées par les fabricants, mais rien aujourd'hui ne nous garantit d'atteindre facilement les objectifs 2030 suivant nos types d'emballage. Et en particulier, je pense à le marché du lait en bouteille et majoritairement en PEHD. C'est un vrai défi de savoir comment on va trouver les moyens de recycler et d'avoir de la matière recyclée RPEHD pour atteindre les objectifs de la PPWR. Ça reste un des vrais enjeux. Quelle sera la forme et le coût surtout de ce RPEHD? Et il y a aussi un phénomène qu'il ne faut pas nier, c'est l'acceptation consommateur. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on a lancé des bouteilles 100% recyclées qui étaient grises, le consommateur n'a pas acheté le produit parce qu'il a dit la bouteille est grise, est-ce que le lait n'est pas gris, etc. quoi. Donc il n'y a pas que des investissements, il n'y a pas que du travail de technologie, il y a aussi tout un travail de fond à expliquer, de pédagogie consommateur qui est très importante et très forte. On est à votre disposition. On reste à votre disposition. Merci à tous pour vos questions.